En à peine 7 minutes, tout a basculé. Pas 7 heures, pas 7 jours, 7 petites minutes ont suffi à pulvériser l'équilibre précaire entre l'Amérique et l'Europe, déclenchant le plus gros séisme diplomatique transatlantique depuis que Paris avait dit non à l'aventure irakienne en 2003. Sur scène, Donald Trump venait d'achever un sermon incendiaire contre ces Européens soi-disant assistés, qui, selon lui, vivaient au crochet de l'oncle Sam sans jamais sortir le portefeuille pour leur propre sécurité. Son regard glacial, perçant, presque condescendant, planté droit dans les yeux d'un Sébastien Lecornu, qu'il jugeait aussi inutile qu'inoffensif. Il se pensait triomphant, certain d'avoir humilié publiquement la France devant l'élite de l'OTAN rassemblée à Bruxelles. Mais soudain, l'impensable s'est produit. Le Premier ministre français s'est levé. Et ce qu'il a dit ensuite a littéralement pétrifié la délégation américaine. Il ne s'agissait plus simplement de chiffres ou de pourcentage de PIB. Non, ce moment-là, c'était le tournant historique où un trentenaire venu de Paris a fait comprendre aux locataires de la Maison-Blanche que l'ère des diktats américains était arrivée à expiration, pour vraiment mesurer la secousse qui allait ébranler l'OTAN comme jamais depuis la guerre froide. Il faut rembobiner le film de 3 mois. Janvier, Washington. Trump reprend le fauteuil présidentiel comme une rockstar fait son comeback avec tambour. En à peine 7 minutes, tout a basculé. Pas 7 heures, pas 7 jours, 7 petites minutes ont suffi à pulvériser l'équilibre précaire entre l'Amérique et l'Europe, déclenchant le plus gros séisme diplomatique transatlantique depuis que Paris avait dit non à l'aventure irakienne en 2003. Sur scène, Donald Trump venait d'achever un sermon incendiaire contre ces Européens soi-disant assistés, qui, selon lui, vivaient au crochet de l'oncle Sam sans jamais sortir le portefeuille pour leur propre sécurité. Son regard glacial, perçant, presque condescendant, planté droit dans les yeux d'un Sébastien Lecornu, qu'il jugeait aussi inutile qu'inoffensif. Il se pensait triomphant, certain d'avoir humilié publiquement la France devant l'élite de l'OTAN rassemblée à Bruxelles. Mais soudain, l'impensable s'est produit. Le Premier ministre français s'est levé. Et ce qu'il a dit ensuite a littéralement pétrifié la délégation américaine. Il ne s'agissait plus simplement de chiffres ou de pourcentage de PIB. Non, ce moment-là, c'était le tournant historique où un trentenaire venu de Paris a fait comprendre aux locataires de la Maison-Blanche que l'ère des diktats américains était arrivée à expiration, pour vraiment mesurer la secousse qui allait ébranler l'OTAN comme jamais depuis la guerre froide. Il faut rembobiner le film de 3 mois. Janvier, Washington. Trump reprend le fauteuil présidentiel comme une rockstar fait son comeback avec tambour-trompette et une menace aux allures de déclaration de guerre diplomatique, ou bien l'Europe sort le chéquier pour financer sa propre défense, ou bien l'Amérique plie bagages soldats compris. Ce chantage géostratégique n'était pas une nouveauté dans le répertoire Trump, mais cette fois le milliardaire devenu président n'était plus dans le bluff. Il voulait passer à l'acte et vite. Installé dans un bureau ovale redevenu temple doré du kitsch triomphant, il convoquait à la chaîne son nouveau bras droit en matière de défense, le général Mike Waltz, ex-béret vert reconverti en théoricien du hard power républicain, pour peaufiner ce qu'il appelait sans rire sa révolution transatlantique. Le plan chez Trump tenait en une phrase faire de l'OTAN une entreprise de sécurité avec abonnement mensuel obligatoire, chaque pays, un client, chaque soldat américain, un prestataire, et la facture bien sûr proportionnelle à la protection Made in USA. Lors d'un conseil de sécurité aux allures de règlement de compte mafieux, il lâcha la phrase qui fit trembler les murs. « Ça fait 3/4 de siècle que les Européens roupillent à l'ombre de notre parapluie nucléaire sans lâcher 1 centime de plus que le strict minimum. » Puis, dans sa croisade comptable, il cibla la France. 1% du PIB pour leur armée, c'est une blague. Nous, on est à 3% et encore, on devrait exiger le double. Qu'ils montent à 5% où on remballe les troupes et chacun se débrouille. L'idée finie. Les alliances désintéressées placent à la défense à la carte façon-service premium. Pas payé, pas protégé. Derrière les grandes envolées sur les fameux pourcentages de PIB, il y avait une vérité que Trump refusait de regarder en face, ou plutôt qu'il feignait de ne pas voir. Car non, les États-Unis ne déployaient pas 100 000 soldats en Europe,
par amour désintéressé pour leurs vieux amis d'outre-Atlantique. Il ne s'agissait ni de charité ni de loyauté post-Seconde Guerre mondiale. En réalité, ces troupes massivement installées sur le sol européen étaient là pour une raison bien plus terre-à-terre, servir les intérêts géopolitiques de Washington. Les bases américaines éparpillées de l'Allemagne à l'Italie n'étaient pas des postes de secours pour amis en détresse, mais des leviers de puissance parfaitement positionnés pour projeter l'influence américaine aux quatre coins du monde. Autrement dit, chaque soldat déployé, chaque hangar logistique, chaque radar en fonctionnement n'était pas un cadeau, mais un investissement stratégique savamment calculé. Prenons Ramstein en Allemagne. Ce n'est pas juste une base aérienne, c'est le centre névralgique, le cœur logistique battant de l'armée américaine pour ses expéditions au Moyen-Orient et en Afrique. Sans cette rampe de lancement idéalement placée au milieu de l'Europe, les forces US devraient s'élancer depuis leur sol natal, ce qui reviendrait à quadrupler les frais de transport, tout en sacrifiant la vitesse d'intervention pourtant vitale pour une superpuissance qui se veut omniprésente. Le Pentagone, loin d'être sentimental, avait fait les comptes 23 milliards de dollars économisés chaque année grâce à Ramstein. Oui, 23 milliards. Ce n'est pas une base, c'est une aubaine, et ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Car pendant que Trump brandissait ses factures fictives, il oubliait volontairement un autre joyau de la présence américaine en Europe, les oreilles de la NSA et les cerveaux de la CIA. Les stations d'écoute installées en Allemagne et au Royaume-Uni aspiraient chaque jour des flots entiers de conversations russes, chinoises, iraniennes, une moisson inépuisable de données stratégiques. Quant au centre d'analyse à Francfort, ce n'étaient pas des annexes décoratives, ils centralisaient à eux seuls près de 80% des infos US sur le terrorisme mondial. Et le tout impossible à reproduire depuis le territoire américain à cause des limites physiques de l'espionnage à distance. Bref, l'Europe pour Washington, c'est moins un fardeau qu'un jackpot bien dissimulé. Et si l'Europe était en fait le meilleur client VIP du complexe militaro-industriel américain, parce que pendant que Trump faisait la grimace en parlant de charge, les géants de la défense outre-Atlantique, eux, se frottaient les mains. Grâce à la sacro-sainte règle de l'interopérabilité, comprendre si vous voulez parler à nos tanks, acheter nos radios les pays de l'OTAN, n'avaient quasiment pas le choix, F-35 missiles Patriot drones, Reaper système de commandement estampillé Made in USA. C'était ça ou devenir inopérant militairement avec les Américains. Résultat, entre 2015 et 2024, les ventes d'armes US à l'Europe ont explosé 267 milliards de dollars de chiffre d'affaires empochés par Lockheed Martin, Boeing, Raytheon et consorts. Un jackpot permanent déguisé en coopération. Et certains à Washington tentaient quand même d'ouvrir les yeux du président. Monsieur le Président, ce n'est pas de la philanthropie, c'est du business stratégique très rentable. Osa souffler Lloyd Austin, ex-patron du Pentagone recruté par l'équipe Walls. Quitter l'Europe, ce n'est pas faire des économies, c'est saborder notre influence mondiale. Mais face à Trump, toute subtilité stratégique se dissolvait comme neige au soleil. Il balayait les faits avec ce mépris souverain qui transforme tout ce qui ne valide pas sa vision du monde en bruit de fond. Dans la tête de Donald Trump, les relations internationales n'étaient qu'une extension naturelle de son tableau, Excel de promoteur immobilier, soit l'Amérique encaissait, soit elle se faisait avoir. Pas de place pour les subtilités géopolitiques, encore moins pour les intérêts stratégiques à long terme. Pour lui, l'OTAN n'était rien de plus qu'un club de copropriété où certains payaient les charges et d'autres squattaient l'ascenseur. C'est donc tout naturellement qu'il missionna son équipe économique menée par le zélé et tout aussi idéologue Scott Bessent, son nouveau secrétaire au Trésor avec une mission simple, mettre un prix sur la protection américaine offerte à l'Europe. Et surtout établir une note salée à présenter comme une facture en bonne et due forme au prochain sommet de l'Alliance. Objectif, faire passer la solidarité transatlantique pour un service premium impayé. Et le résultat tomba en avril 2025, un rapport classé confidentiel au titre digne d'un thriller bureaucratique, Allied Defense Subsidy Assessment. À l'intérieur, une addition stratosphérique, 437 milliards de dollars, rien que ça. Ce montant ne couvrait pas seulement les frais classiques de maintien des troupes,
On y avait glissé des coûts annexes par dizaines soigneusement empaquetés pour gonfler artificiellement le chiffre final comme dans les meilleures méthodes de surfacturation. Quand les économistes du Trésor américain se sont mis à chiffrer le prix de la protection, ils ne se sont pas contentés d'un tableau Excel classique. Non, ils ont sorti l'artillerie lourde de l'imagination comptable. Leur méthode, un chef-d'œuvre de créativité budgétaire. Ils ont commencé par intégrer tous les frais de recherche et développement de l'armement américain depuis les années 1940. Oui, même pour des missiles qui n'ont jamais quitté le Texas, mais qui un jour peut-être auraient pu survoler l'Europe. Ensuite, chaque solde versé à chaque soldat américain ayant posé un pied sur le vieux continent était inclus jusqu'à leur retraite à venir. Cerise sur le gâteau, ils ont même inventé une ligne budgétaire pour quantifier les profits hypothétiques que les États-Unis auraient engrangés s'ils avaient utilisé leurs troupes ailleurs. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le coup de maître, une trouvaille baptisée, accrochez-vous, coup d'opportunité du capital investi. En clair, combien d'intérêts les États-Unis auraient-ils pu empocher si au lieu de financer des bases militaires en Europe, ils avaient mis ces 437 milliards sur Wall Street? Résultat de cette gymnastique comptable olympique, la dette fictive de l'Europe gonflait magiquement jusqu'à 1340 milliards de dollars. Oui, plus d'1 trillion pour avoir été protégé. Merci Monsieur le Président, annonça très sérieusement Scott Bessent en brandissant le fameux rapport devant le cabinet. Si on applique les intérêts composés à ce que l'Europe aurait dû nous rembourser depuis des décennies, la note est salée. La France nous doit environ 100 milliards, l'Allemagne, 312 l'Italie, tenez-vous bien, 924 et l'Espagne une broutille, 9 milliards. Puis il conclut d'un ton solennel. Les Européens vivent à crédit sur le dos du contribuable américain. Il est temps de passer à la caisse. Mais derrière cette démonstration à coups de chiffres spectaculaires, un mensonge gigantesque servait de fondation. Faire comme si les États-Unis, en stationnant des troupes en Europe, n'y gagnaient strictement rien. Ni influence, ni contrat, ni avantage stratégique. Rien. Or, la vérité, c'est que cette présence militaire massive leur donnait un levier immense sur l'agenda diplomatique du continent, leur permettait d'imposer leurs standards, d'encadrer les choix de défense des alliés et surtout de maintenir leur hégémonie planétaire sans trop d'efforts. Cette dette européenne, telle que vendue par l'administration Trump, n'était donc rien d'autre qu'un récit bancal conçu pour faire oublier qui tirait réellement les ficelles de l'Alliance. Dans la tête binaire de Trump, où tout se résume à payer ou profiter cette dette imaginaire de l'Europe, devenait une arme de destruction massive rhétorique. Un prétexte en or pour taper du poing sur la table et exiger sans discussion une hausse immédiate et spectaculaire des budgets militaires des membres de l'OTAN. Fini le temps des discussions entre partenaires égaux. Ce n'était plus un dialogue entre alliés, mais une facture lancée à la figure. Le ton n'était pas à la coopération, mais à l'ultimatum, vous nous devez donc, vous obéissez. Et au centre de cette croisade de recouvrement version Trump, la France, bien sûr, épine dans le pied de Washington depuis les années de Gaulle incarnation. D'une Europe qui pense par elle-même et qui, horreur suprême, ose parfois dire non. Ah, la France! Depuis l'époque bénie du général de Gaulle, elle s'applique avec une fidélité presque obsessionnelle à cultiver l'art délicat de l'indépendance stratégique, comme un vieux rituel républicain transmis de génération en génération. Une constance qui a le don de faire grincer toutes les dents à Washington, qu'on parle de président démocrate ou républicain. Aucune Maison-Blanche n'a jamais digéré ce grain de sable tricolore dans la mécanique atlantique. Force nucléaire, maison, check. Une vingtaine d'ogives sous pavillon français, zéro dépendance à l'oncle Sam, sortie spectaculaire du commandement intégré de l'OTAN pendant plus de 40 ans, évidemment. Opposition régulière aux aventures militaires américaines à l'ONU. Ça aussi, c'est dans l'ADN diplomatique français. Et comme si ça ne suffisait pas, Paris martèle depuis des décennies qu'une défense européenne digne de ce nom doit pouvoir s'affranchir tôt ou tard du tuteur américain. Bref, la France, c'est l'allié qui dit oui, mais... ou parfois carrément non. Et ça, dans les couloirs du pouvoir à Washington, c'est un affront qui ne passe jamais vraiment. L'obsession française pour l'indépendance militaire n'est pas née d'hier. Elle plonge ses racines dans une vieille blessure de 1944,
Une humiliation que le général de Gaulle n'a jamais digérée. Imaginez le jour du débarquement en Normandie, moment censé marquer la libération de la France, aucun Français n'était à la table des décisions. Ni invité ni consulté. Les Anglo-Américains ont planifié l'opération de A à Z sans que Paris ne puisse souffler mot. Ce camouflet géopolitique allait devenir le point de départ d'une doctrine farouchement ancrée dans la tête des dirigeants français. Plus jamais la France ne remettrait sa sécurité entre les mains d'une autre puissance fût-elle amie. Ce sera la sécurité à la française ou rien. Et cette ligne rouge, aucun président n'a osé la franchir depuis. De Pompidou à Macron, en passant par Mitterrand et Chirac, tous ont à des degrés divers préservé cette fibre gaullienne d'indépendance stratégique. Ce n'est pas juste une posture, c'est un réflexe national forgé dans la frustration d'avoir été spectateur de sa propre histoire. Même lorsqu'il avait décidé de réintégrer le commandement intégré de l'OTAN, Sarkozy n'avait pas signé les yeux fermés. Il avait soigneusement verrouillé des clauses de souveraineté, notamment sur le contrôle absolu de l'arme nucléaire française, et imposé la présence de généraux tricolores à des postes clés dans la chaîne de commandement alliée. Pas question de rendre les clés de la dissuasion à qui que ce soit. Mais pour Trump, cette vieille obsession française de l'indépendance stratégique n'était rien d'autre qu'un caprice monarchique déguisé, une provocation permanente, une insulte à son ego. Lors d'un de ses meetings enflammés à Tampa, Floride, il lança avec le mépris qui le caractérise « Ils font les fiers avec leurs petites bombes nucléaires de poche, mais dès que Poutine éternue un peu trop fort, ils accourent en panique pour demander qu'on les protège ». Pour lui, la posture française n'était pas du courage, mais de l'hypocrisie diplomatique. Et ce genre de duplicité, Trump le prenait personnellement. Qu'il commence enfin à payer le vrai tarif de la protection Made in USA ou qu'ils affrontent les Russes sans notre parapluie, et on verra combien de jours ils résistent. Voilà en résumé la vision trumpienne de l'alliance transatlantique du tout payé, ou chacun pour soi. Mais derrière cette posture pseudo-stratégique se cachait une rancune très personnelle, dirigée avec une intensité croissante vers Paris. Car depuis septembre, une nouvelle tête était apparue à Matignon, et elle avait tout pour hérisser les poils de Donald Trump. Le cornu 39 ans nouveau, Premier ministre français, cumulait tous les défauts rédhibitoires aux yeux du président américain, jeune brillant technocrate, jusqu'au bout des ongles fan de multilatéralisme défenseur acharné d'une Europe unie. En bref, la caricature vivante de l'élite européiste que Trump exècre. Le cornu, l'archétype du technocrate sur mesure version haute couture européenne. Un CV calibré comme une fusée Ariane 5 langues parlées couramment, multilatéralisme chevillé au corps fanatique des règles onusiennes et fervent partisan d'une Union européenne version fédérale XXL. Bref, le cauchemar idéologique de Donald Trump. Depuis janvier 2025, les rares appels entre les deux hommes ressemblaient plus à des matchs de boxe en sourdine qu'à des échanges diplomatiques. Froid tendu et parfois à deux doigts d'exploser, les accrochages étaient à peine masqués par les formules de politesse d'usage. Trump ne se gênait pas, il voyait en Lecornu une caricature ambulante de l'élite parisienne prétentieuse coupée du réel trop douce, avec les tyrans trop durs avec le bon sens. Et surtout, selon lui, ridicule face à la force brute d'un Poutine. Le cornu, lui, n'avait pas davantage de tendresse. Lors d'un dîner à huis clos à l'Élysée, il glissa à demi-mot à ses homologues européens « Trump incarne parfaitement la faillite intellectuelle de l'Amérique. Il pense comme un agent immobilier des années 80, pas comme le leader d'un monde civilisé. » Ambiance. Ces propos supposément confidentiels n'ont évidemment pas tenu plus de 48 heures avant d'atterrir sur le bureau d'un journaliste américain gracieuseté, d'une fuite diplomatique bien placée. Et là, c'est l'explosion. 6 heures du matin, Mar-a-Lago. Donald Trump se réveille furieux, attrape son téléphone et lâche un tweet venimeux comme il les affectionne. Le minable. Le cornu à la tête d'un pays au bord de l'implosion sociale ose insulter l'Amérique, son seul vrai bouclier depuis 80 ans. Sans nous, la France serait en train de lire Mein Kampf ou de chanter l'hymne russe. Zéro reconnaissance. Boum! Une gifle numérique à la sauce MAGA. Résultat. La tension monte en flèche entre Paris et Washington. Les diplomates français s'arrachent les cheveux, ceux du département d'État américain,
tentent de recoller les morceaux comme ils peuvent. Mais rien n'y fait. Entre Trump et le cornu, c'est Hiroshima émotionnel permanent. Chaque tentative de rapprochement finit engloutie par un torrent de mépris mutuel. Et à chaque fois qu'on croit le dialogue possible, les égos explosent. C'est dans ce climat toxique lourd comme un orage diplomatique que s'est ouvert le sommet de l'OTAN à Bruxelles ce fameux 15 juillet 2025. Officiellement, le menu était sobre, moderniser les capacités de défense commune. Officieusement, tout le monde savait qu'on allait assister à une mise en scène à la Trump, un bon vieux chantage sous stéroïdes. Le président américain débarquait avec son escouade de fidèles plus trumpistes que Trump lui-même, bien décidé à faire passer l'Alliance Atlantique pour une entreprise à compte à rendre, pas une famille de nations. Cela faisait des semaines que ces équipes travaillaient avec l'intensité d'un lancement de fusée sur un PowerPoint d'une violence bureaucratique rare, 47 diapositives pour prouver avec chiffres martelés et graphiques accusateurs que l'Amérique se faisait plumer par ses soi-disant alliés. Le message était clair, payez maintenant ou assumez, et surtout pas de débat. Et du côté américain, un casting de choc. Le général Mike Waltz, ministre de la Défense, ex-béret vert, connu pour sa finesse, façon bulldozer. Marco Rubius, chef de la diplomatie atlantiste, pur jus et allergique aux demi-mesures. Kash Patel, patron de la CIA, véritable écho vivant de Trump. Et bien sûr, l'incontournable Scott Besson-Cerveau derrière l'idée géniale selon laquelle l'Europe devait rembourser 80 ans de services rendus. Ces Européens ramollis vont enfin piger qu'on n'est pas là pour jouer les babysitters nucléaires gratos, balançait Trump d'un ton triomphal à son aréopage de fidèles réunis dans sa suite tapageusement dorée du Stagenberget, grand hôtel à Bruxelles, à la veille du sommet. S'il ne passe pas direct à 5% du PIB pour l'armement, comme je l'ai dit, on emballe nos bombes, nos troupes, et on les laisse jouer tout seuls au bordel géopolitique russe. C'est non négociable. C'est ça ou rien. Une menace frontale balancée comme un ultimatum digne d'un show télévisé. Mais derrière cette posture musclée se cachait un pari politique, disons audacieux, mais surtout complètement à côté de la plaque. Trump était convaincu que l'Europe allait s'écraser trop désunie, trop molle, trop pétrifiée par Poutine pour oser le défier. Dans sa tête, les Européens allaient s'aligner la tête basse comme toujours depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette fois, il allait vite découvrir que les choses avaient changé. Dans le monde manichéen façon Trump, les choses sont simples. Un bon coup de pression des menaces, bien envoyé, et les Européens se mettront à trembler comme des feuilles. Il était persuadé en toute confiance qu'il suffirait d'agiter le spectre du départ de l'armée américaine pour voir les chefs d'État européens s'agenouiller en silence terrorisés à l'idée de perdre leur garde du corps transatlantique, une riposte unie, même pas envisageable à ses yeux. Et pour mieux préparer son numéro de cow-boy, la team Trump avait dégainé sa stratégie de communication à l'aube même du sommet. Un petit déj select avec des journalistes soigneusement choisis, histoire de mettre l'ambiance. Le président ne va pas mâcher ses mots aujourd'hui, a glissé le porte-parole de la Maison-Blanche avec un sourire carnassier. Le temps des passagers clandestins européens est révolu. Ils pètent leur E4, ou bien l'Amérique révise de fond en comble son rôle dans l'Alliance. L'avertissement était clair, et les caméras étaient prêtes. Avant même que les négociations n'aient commencé, la Maison-Blanche avait déjà dégainé l'artillerie lourde. L'objectif, saturer l'espace médiatique avec un message simple martelé en boucle. Les Européens doivent rembourser. Sur les plateaux de Fox News, les chroniqueurs s'enflammaient. Fini le babysitting transatlantique. Breitbart, de son côté, hurlait à la trahison. L'Europe vit gratos sur le dos du contribuable américain. Et comme un écho bien huilé, les sondages montraient une Amérique de plus en plus repliée sur elle-même, galvanisée par les slogans trumpiens et allergique à toute forme de solidarité stratégique. Mais ce que Donald n'avait pas vu venir, c'était que le cornu ne s'était pas pointé à Bruxelles en touriste. Loin des caméras, le Premier ministre français avait orchestré une riposte digne d'un plan de bataille napoléonien. 6 semaines de préparation minutieuse d'analyse croisée de dossiers épais comme des bottins. À Matignon, une cellule secrète baptisée « Vérité Atlantique » avait passé au crible chaque argument américain démontant un à un les artifices comptables
et les postures moralisatrices. Bref, la France s'apprêtait à jouer une carte inattendue, la logique, la mémoire et la méthode. Derrière les portes closes d'un bureau discret à Matignon, une escouade de haut vol s'activait en silence. À sa tête, le général Pierre Schill, bras droit stratégique du président, avait réuni un commando d'élite ancien du renseignement, historien militaire pointu, expert en diplomatie atlantique. Objectif: rien de moins que démonter pièce par pièce l'argumentaire à la tronçonneuse de l'administration Trump. Loin des plateaux télé, cette cellule fantôme affinait un contre-récit bétonné prêt à pulvériser la vision caricaturale des Européens pique-assiettes colportés par Washington. Au fil des semaines, cette équipe avait tissé un dossier aussi tranchant qu'un scalpel, un démontage chirurgical de la logique made in Trump. Chaque page exposait avec rigueur les bénéfices colossaux, mais commodément ignorés que les États-Unis retiraient de leur implantation en Europe. Gains géopolitiques, accès aux renseignements, influence normative, contrats industriels, rien n'avait été laissé au hasard. L'idée déshabillait le storytelling américain en révélant que ce fardeau transatlantique était en réalité une aubaine stratégique bien ficelée. Tous les jours, sans exception, les opérations militaires américaines au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie centrale dépendent d'un point de passage crucial, l'Europe. Et plus précisément Ramstein, ce mastodonte allemand aux airs de ville militaire américaine à part entière. Loin d'être un geste de charité envers leur allié européen, ces installations servent de rampe de lancement logistique vitale pour le Pentagone. Sans elles, l'armée US serait obligée de faire décoller ses troupes depuis la côte Est, quadruplant les coûts et annihilant l'un de ses plus précieux atouts, la réactivité éclair. Les services français, avec un art discret du renseignement, avaient réussi à mettre la main sur des extraits de plans classifiés du Pentagone. Et ces documents parlaient clair 34 milliards de dollars économisés chaque année grâce aux bases européennes. Oui, 34 milliards. Sur 3/4 de siècle, cela représente 550 milliards de dollars que l'Amérique n'a pas eu à dépenser tout simplement parce que l'Europe lui sert de porte-avions fixe. Autrement dit, ce soi-disant fardeau budgétaire ressemble étrangement à une aubaine XXL. Curieusement absent des calculs de la facture européenne, version Trump, les réseaux de renseignement déployés par Washington sur le sol européen constituent là-dessus pourtant un jackpot stratégique rarement égalé. Discrètement installés dans des bases en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, les énormes antennes d'écoute de la NSA aspirent chaque jour des flots entiers de communications électroniques, russes, chinoises, iraniennes et autres joyaux géopolitiques, comme un aspirateur numérique branché en permanence sur le chaos du monde. Mais pour l'administration Trump, tout cela semble ne rien valoir. Quant aux QG analytiques de la CIA disséminés à Francfort, Munich ou Londres, ils ne se contentent pas de jouer aux espions, ils sont le cerveau algorithmique de l'appareil de sécurité américain. C'est là que 78% des renseignements américains globaux sur le terrorisme, les réseaux de drogue ou les programmes nucléaires douteux sont traités, classés, recoupés, modélisés. Autrement dit, sans l'Europe, l'Amérique serait quasiment aveugle, mais ça évidemment ce n'est jamais facturé. Ces infrastructures de surveillance tentaculaires déployées à travers tout le continent européen représentent une prouesse technologique que les États-Unis seraient incapables de reproduire depuis leur propre sol. Les lois de la physique, tout simplement, les signaux électromagnétiques voyagent mal sur de telles distances, les satellites ne couvrent pas tout, et les transmissions perdent leur précision au-delà de l'Atlantique. Résultat, l'Europe est devenue leur balcon privilégié sur la moitié orientale du monde. Lors du dernier briefing confidentiel à Matignon, le général Pierre Schill avait résumé la situation avec un calme tranchant. Les Américains nous brandissent une facture fictive de 1237 milliards de dollars pour 75 ans de protection. Mais nos calculs démontrent qu'en réalité, leur présence ici leur a rapporté 140 milliards de bénéfices, nets rien qu'en avantage stratégique direct. Entre les contrats d'armement, les économies logistiques et les profits colossaux générés par leur réseau d'influence, c'est mathématique. Washington s'enrichit grâce à l'Europe. Autrement dit, si on appliquait vraiment la logique comptable de Trump, c'est eux qui nous devraient un chèque, pas l'inverse. Et le clou du spectacle, c'était ce chiffre explosif que les analystes français avaient sorti des profondeurs des archives comptables, plus de 340 milliards d'euros.
Voilà ce que les guerres calamiteuses des États-Unis en Irak et en Pascalana avaient indirectement siphonné au budget de défense européen entre 2001 et 2021, une addition salée que personne n'avait vraiment osé mettre noir sur blanc jusqu'ici. Car ce n'étaient pas seulement les frais visibles avions, troupes, équipements, mais aussi tout ce que les États européens avaient absorbé en silence, coûts logistiques, soins aux blessés, pensions militaires, dépenses humanitaires, sans oublier les répercussions politiques. Le tout pour suivre docilement des aventures militaires décidées à Washington, sans concertation sérieuse ni débat. Au total, 140 000 soldats européens avaient été envoyés dans ces zones de guerre lointaines, sur ordre non officiel du grand frère américain. Bilan humain, une vingtaine de morts, plus de 8 400 blessés graves pour des conflits qui en réalité n'avaient rien à voir avec la sécurité du vieux continent, mais servaient uniquement les lubies géostratégiques américaines au Moyen-Orient. À elle seule, la France avait englouti 47 milliards d'euros dans ces guerres lointaines. 13 années d'engagement en Afghanistan, 12 000 militaires envoyés, 8 morts, 700 blessés et une génération entière de vétérans marqués à vie que l'on oublie soigneusement dans les discours officiels. L'Allemagne, 51 milliards partis en fumée. L'Italie, 23 milliards comme s'ils avaient investi dans un puits sans fond. L'Espagne, 18 milliards pour récolter le néant. Et le jackpot du sacrifice revient au Royaume-Uni avec 718 milliards d'euros, presque un budget spatial. Mais tout ça pourquoi ? Pour quel chef-d'œuvre géopolitique l'Irak libéré s'est transformé en ruine gangrenée par des milices pro-iraniennes. Un résultat diamétralement opposé au noble discours américain sur la démocratie. Et l'Afghanistan repassé sous la coupe des talibans en août 2021, après une fuite américaine aussi précipitée qu'humiliante. Washington s'est évaporé sans prévenir, laissant les Européens seuls face au fiasco après 20 ans de sang, versés et de milliards gaspillés pour une guerre qui n'était pas la leur. Monsieur le Premier ministre, nous avons englouti des montagnes d'argent et sacrifié nos hommes pour des guerres américaines fondées sur des manipulations éhontées. Le colonel François Lecointre, ex-chef d'état-major, ne décolérait pas devant les conseillers de Matignon. Il égrenait les preuves comme un procureur, les fameuses armes de destruction massive de la pure fiction hollywoodienne. Ben Laden caché au Pakistan pendant qu'on envoyait nos troupes s'enliser au Machanistan. Et les retombées positives pour l'Europe, un grand zéro. Mais ce n'était pas tout, l'équipe Le Cornu avait mis la main sur des dossiers autrefois classés top secret. On y découvrait sans ambiguïté que l'administration Bush, pour rallier les sceptiques, n'avait pas hésité à sortir l'artillerie lourde, pression diplomatique, menaces économiques et même du chantage pur et simple. Les gouvernements européens n'avaient en fait pas embarqué dans cette folie irakienne par conviction ou par solidarité. Non, ils y avaient été traînés tête baissée par crainte de représailles commerciales et par un alignement forcé sur l'ordre imposé depuis Washington. Bruxelles, 15 juillet 2025, 15h30. Dans la grande salle vitrée du nouveau siège de l'OTAN, le show Trump démarra pile à l'heure. Fidèle à lui-même, costume bleu sombre, impeccable, cravate rouge à rallonge qui balançait presque jusqu'à la ceinture, il s'avança tel un cow-boy, prêt à dégainer sa vérité « Made in USA ». « Messieurs, mesdames les dirigeants », lança-t-il d'un ton sec tranchant comme un coup de pelle, « je vais vous dire ce que personne ici n'a jamais eu le cran de formuler. L'OTAN, c'est un marché truqué, l'Amérique raque et vous autres, vous encaissez sans jamais passer à la caisse. » Le ton était donné une démonstration 100% trumpienne, sauce patriotisme économique et menace à peine dissimulée, saupoudrée de chiffres choisis avec soin, ou disons avec créativité. Chaque année, l'Amérique lâche 60 milliards pour défendre cette alliance. La France, 64 milliards. L'Allemagne, 63. Et pourtant, on continue de payer plus que tous les autres membres réunis. C'est une honte. Sauf que, petite omission bien commode, Trump se gardait bien de préciser que le PIB américain est 7 fois celui de la France et 5 fois celui de l'Allemagne. Autrement dit, juger à coups de milliards sans les rapporter à l'économie nationale, c'était comparer un T-Rex à un kangourou et prétendre qu'ils courent à la même vitesse. Mais Trump, fidèle à sa ligne, fonça tête baissée sans s'encombrer de subtilités macroéconomiques.
Qui 100 000 soldats américains campent sur le vieux continent pour défendre des nations qui ont les moyens de payer leur armée mais préfèrent flamber leur fric dans des crèches gratuites et des retraites dorées, lança-t-il d'un ton accusateur. En clair, c'est le citoyen du Kansas qui paie pour que les Danois puissent aller chez le dentiste gratos. Stop! Ce vieux refrain populiste opposant travailleurs américains exploités à Européens assistés était une des plus grandes rengaines du Trumpisme. Il omettait bien sûr de mentionner que ces fameuses dépenses sociales européennes couvraient hôpitaux, écoles et protections que bien des Américains ne voient qu'à la télévision. Mais le spectacle ne faisait que commencer. Trump embraya aussitôt sur la question des dépenses militaires. Le contrat était limpide, 2% du PIB à mettre dans la défense. Et pourtant, beaucoup traînent toujours des pieds. Eh bien, ça ne suffit plus. Dorénavant, on monte la barre à 5% minimum. Il lança alors un regard appuyé, voire menaçant, en direction des Français. La France est à 2,1%. C'est risible. Il est temps qu'elle triple la mise. Sinon, nos troupes feront leurs valises petit à petit. Une telle exigence, tripler le budget défense en pleine crise énergétique, relevait plus de la provocation que de la stratégie. Mais Trump, sûr de son effet, en fit une condition ferme sans le moindre espace pour la discussion. Il conclut son intervention par une déclaration qui fit chuter la température de plusieurs degrés dans la salle. L'Amérique ne jouera plus les gardes du corps bénévoles de l'Europe. Soit vous mettez la main à la poche pour financer réellement votre sécurité, soit vous affrontez Poutine sans notre parapluie. À vous de voir. Mais il n'y aura aucune discussion. Silence de mort. Les rares applaudissements qui suivirent timides et mécaniques vinrent presque exclusivement des Américains eux-mêmes, comme pour meubler l'atmosphère. Les autres, eux, restaient figés, sidérés par l'agressivité sans filtre du président américain. Puis tous les regards convergèrent lentement vers Lecornu lorsque celui-ci demanda la parole d'un ton étonnamment calme. D'un pas maîtrisé, empreint de cette solennité républicaine propre aux grands moments de la diplomatie française, le Premier ministre s'avança jusqu'au pupitre. Il planta ses yeux dans ceux de Trump sans détour, puis prit la parole avec une précision chirurgicale. « Monsieur le Président Trump », lança-t-il d'une voix calme mais coupante comme un scalpel, « merci infiniment pour cette démonstration éclatante de ce qu'est devenu le discours américain, un cocktail toxique d'arrogance et de chiffres truqués. » L'attaque était aussi directe qu'implacable. Trump, pris de court par cette réplique inattendue, esquissa une moue contrariée, les sourcils froncés, visiblement peu habitué à ce que quelqu'un ose lui tenir tête aussi frontalement en public. Vous évoquez un partage inégal des charges, lança Lecornu en extirpant calmement un épais dossier de son attaché-case. Eh bien, permettez que je vous rafraîchisse la mémoire avec quelques vérités que vous préférez enterrer sous votre storytelling. Il ne laissa pas le temps au silence de s'installer. En 2003, votre pays a envahi l'Irak sur la base de prétendus renseignements sur des armes de destruction massive, mensonge en réalité. Bilan pour l'Europe, 7 milliards d'euros envolés, 767 soldats européens tombés. Pour défendre exactement quoi? Les pipelines américains, les contrats d'Haliburton, le choc dans la salle était palpable. Lecornu venait de percer à jour un tabou diplomatique vieux de 20 ans passé sous silence, par des décennies de récits transatlantiques polissés. Il ne s'arrêta pas là. L'Afghanistan, parlons-en. 20 ans d'engagement, 140 000 militaires européens envoyés sur le terrain à votre demande après le 11 septembre. 13 milliards d'euros sortis des poches des contribuables européens et pour quelle finale une retraite précipitée désordonnée décidée dans le dos de vos alliés. Résultat, les talibans de retour au pouvoir. Merci pour la coordination. À chaque phrase, la façade du discours trumpiste se fissurait un peu plus, éclaboussée par une réalité que Trump ne pouvait balayer d'un simple tweet. Trump tenta de reprendre la main, l'air faussement posé. « Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de… » Mais Lecornu le coupa net d'un ton glacial qui n'appelait aucune réplique. « Non, monsieur Trump. Cette fois, vous allez vous taire et écouter. Mon tour. » Et il reprit, impitoyable comme un chirurgien en pleine dissection politique. « Vous nous reprochez de parasiter votre bouclier militaire? Très bien. Parlons chiffres.
Savez-vous combien votre présence en Europe vous rapporte chaque année? Pas en dette, non, en profit. 34 milliards de dollars rien que ça. Contrats locaux salaires injectés dans nos économies avantages logistiques. Ramstein, cette base allemande que vous considérez comme un cadeau, est en réalité votre tremplin stratégique vers le Moyen-Orient et l'Afrique. Sans elle, vos opérations militaires vous coûteraient 40% de plus. Minimum. L'impact fut immédiat, comme si le cornu avait asséné un uppercut direct dans le cœur du narratif trumpiste. Autour de la table, plusieurs chefs d'État échangèrent des regards incrédules et pour certains admiratifs. Et puisque nous parlons chiffres, allons-y franchement, lança le cornu avec une colère polie mais tranchante. Vous balancez ce chiffre magique de 187 milliards que l'Amérique aurait, soi-disant, dépensé, soit. Mais vos comptables omettent un détail insignifiant sur la même période. Vos industries de défense ont engrangé 340 milliards de dollars, rien qu'en vente d'armes à nos pays. Alors dites-moi, Monsieur Trump, qui arrose qui au fond? Ce retournement comptable d'une précision chirurgicale fit l'effet d'un missile de vérité. L'argument central de la victimisation américaine venait de voler en éclats. L'auditoire comprenait brutalement que loin de se ruiner pour la paix, Washington s'enrichissait grassement sur le dos de ses partenaires. Et puisque vous insistez tant sur les pourcentages, poursuivit le cornu, laissez-moi vous offrir un petit rappel de base en économie. La France investit 64 milliards d'euros dans sa défense pour un produit intérieur brut avoisinant les 3 000 milliards. De votre côté, vous injectez 767 milliards, mais avec une économie de 22 000 milliards. Si l'on regarde les proportions, notre engagement n'a rien à envier au vôtre. En une phrase, le cornu venait de dynamiter l'argument favori de Trump, celui des chiffres bruts lancés comme des vérités absolues. Cette mise en contexte chirurgical soulignait à quel point l'arithmétique présidentielle relevait plus du spectacle que de l'honnêteté intellectuelle. Trump, les mâchoires crispées et le teint cramoisi, tenta une ultime provocation. Vous avez votre petit arsenal nucléaire, mais... Le cornu ne le laissa même pas finir. Ah, justement, parlons de ce petit arsenal. Cette force de dissuasion autonome, c'est elle qui protège silencieusement tout le continent européen, pas uniquement notre hexagone. Elle nous coûte chaque année 6 milliards d'euros. Et jamais, je dis bien jamais, nous ne vous avons demandé un seul centime pour cela. C'est ça, Monsieur Trump, le vrai sens de la solidarité stratégique entre alliés. Ce fut un moment suspendu. Pas un souffle dans la salle. Cette déclaration venait d'éclater comme une ogive diplomatique. L'Europe, loin d'être une assistée nucléaire, portait déjà sa part de l'équilibre stratégique, sans l'ombre d'une facture à Washington. Mais le cornu n'avait pas encore abattu sa dernière carte. Vous réclamez que nous portions nos budgets militaires à 5% du PIB fort, bien Monsieur Trump. Mais dans ce cas, nous attendons en retour un chèque de 340 milliards d'euros, montant exact de ce que l'Europe a injecté dans vos croisades irakiennes et afghanes. Des conflits qui, rappelons-le, n'avaient strictement rien à voir avec notre sécurité, mais tout à voir avec vos obsessions géopolitiques. Et puis il lâcha la phrase qui allait hanter les couloirs de l'OTAN pendant longtemps. L'Alliance Atlantique n'est pas une PME de la sécurité dont vous seriez le PDG et nous les abonnés. C'est un pacte entre alliés, entre égaux. Si vous tenez tant à jouer les parrains de quartier, alors nous bâtirons notre propre défense. L'époque où l'Europe courbait l'échine devant les diktats de Washington est terminée, définitivement. Ce fut comme allumer une mèche dans une salle pleine de poudre. Trump, fulminant, se leva brusquement et sortit sans un mot talonné par une partie de son équipe, visiblement prise de court. Dans la salle, un silence abasourdi flotta un instant avant que les regards ne se croisent sidérés. Jamais dans les annales de l'Alliance Atlantique, un chef d'État européen n'avait osé pointer du doigt en pleine séance la duplicité comptable de Washington, ni dénoncer frontalement le chantage sécuritaire américain. La scène fit l'effet d'un séisme diplomatique. En quelques minutes, les médias américains s'emparèrent de l'affaire. À Washington, les réseaux câblés tournaient en boucle l'échange explosif. L'administration était prise au dépourvu. Le choc était total. Le lendemain, l'écho du clash transatlantique résonnait déjà dans les rédactions. Et sans surprise, les réactions suivirent les lignes de fracture partisanes habituelles. Fox News outré lançait en bandeau rouge
La France humilie l'Amérique sur la scène mondiale. Dans son émission, Tucker Carlson hurlait à la trahison européenne et au crachat dans la main qui protège. Pendant ce temps, CNN gardait un ton clinique évoquant « la pire crise au temps depuis l'invasion de l'Irak ». Le New York Times lui posait la question qui fâche « Assiste-t-on à la fin de l'Alliance Atlantique telle que nous la connaissons ?» Sur Capitol Hill, la gifle française fit naître un réflexe rare, l'unité. Par 357 voix contre 76, le Congrès vota en urgence une résolution solennelle condamnant les propos outrageusement anti-américains et historiquement fallacieux du Premier ministre français. Côté Sénat, les faucons républicains, Tom Cotton et Lindsey Graham en tête, montèrent immédiatement au créneau réclamant des sanctions économiques immédiates contre Paris et l'annulation pure et simple des contrats militaires entre les deux pays. Rideau diplomatique. Dans les couloirs feutrés de Washington, c'était l'effervescence. La machine diplomatique américaine d'ordinaire unie dans son atlantisme assumé se retrouvait soudainement fracturée. Les faucons néoconservateurs, notamment ceux du Weekly Standard, montaient au créneau avec une agressivité prévisible. L'Europe doit payer ou s'en aller. Pour eux, l'heure était venue de faire le ménage dans l'Alliance. Mais en face, les têtes froides du Council on Foreign Relations, plus portées sur la realpolitik, tiraient la sonnette d'alarme. Détruire le lien transatlantique, une aubaine pour Pékin et Moscou. Mieux valait, selon eux, recoller les morceaux que de jeter l'OTAN aux orties. Richard Haas, ancien président du CFR, reconnut à demi-mot la validité des arguments français. D'un point de vue purement factuel, le cornu n'a pas tort. Cela fait des années que nos calculs budgétaires sur l'OTAN sont guidés par des impératifs politiques, pas par l'honnêteté comptable. Dans les amphithéâtres feutrés des grandes universités américaines, la sortie de Le Cornu fit l'effet d'une grenade dégoupillée. À Harvard, Stephen Walt, figure respectée des relations internationales, y vit un acte salutaire, enfin quelqu'un osait briser l'omerta sur le double discours atlantiste. À Georgetown même, Robert Gates, ex-chef du Pentagone, admit du bout des lèvres que l'Europe avait payé cash les expéditions militaires américaines au Moyen-Orient, sans jamais récolter le moindre dividende stratégique. Mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique que la secousse prit des allures de raz-de-marée. D'Athènes à Stockholm, en passant par Varsovie-Madrid ou Berlin, l'opinion publique européenne se souleva d'un même élan. Le discours du Premier ministre français fut célébré comme un électrochoc nécessaire face à la condescendance de Washington. Sur X, anciennement Twitter, les éloges pleuvaient, les vidéos du discours tournaient en boucle et le hashtag « Stand with le cornu euro caracola » en tête des tendances dans 23 pays, et ce pendant 2 jours entiers. Cela faisait des décennies que les dirigeants européens marchaient sur des œufs face à Washington, jouant les alliés disciplinés dans un ballet d'atlantisme poli, mais cette fois la musique avait changé. Le cornu venait de faire sauter le verrou de l'obéissance silencieuse. Les résultats des sondages publiés à peine quelques jours plus tard étaient sans appel. 78% des citoyens européens saluaient son intervention et réclamaient plus d'autonomie vis-à-vis des États-Unis. Un raz-de-marée d'opinion publique que les dirigeants ne pouvaient plus ignorer. Même les figures les plus frileuses du partenariat transatlantique durent sortir du bois. Le chancelier Scholz, habituellement aussi diplomate qu'un communiqué de presse, reconnut que les interrogations soulevées par la France méritaient d'être examinées. Giorgia Meloni, pourtant idéologiquement sur la même longueur d'onde que Trump, admit que certaines piques de Paris valaient qu'on s'y attarde. Et dans les bastions les plus pro-Washington, la Pologne, les pays baltes, l'ambiance était plus nuancée qu'attendue. Le président polonais lâcha même une bombe feutrée. « Oui, nous avons besoin de la dissuasion américaine face à Moscou. Mais cela ne veut pas dire que nous devons accepter d'être traités comme de simples larbins. » 6 mois après ce clash diplomatique d'une rare intensité, les secousses se faisaient encore sentir dans les chancelleries. La température entre Paris et Washington avait viré au glacial. Les sourires étaient devenus protocolaires, les poignées de main plus rigides que jamais. Mais paradoxe délicieux, ce refroidissement transatlantique avait servi d'électrochoc salutaire. Dans un sursaut d'unité stratégique,
Berlin, Paris, Rome et Madrid enclenchaient ensemble un plan colossal d'armement à hauteur de 240 milliards d'euros.